Vienne, Autriche, fin 1814. Intrigues et alliances occultes se jouent dans tout ce que la capitale autrichienne compte de palais. Un véritable opéra italien qui a débuté quelques mois plus tôt avec l'abdication de Napoléon. Les négociateurs viennois ont pour but de redessiner une Europe en lambeaux après 23 ans de guerre, mais surtout ils entendent bien retrouver l'ordre de l'Ancien Régime et enterrer définitivement les idées de la Révolution française. Avant tout, il faut éliminer ces idées qui, parties de France, ont contaminé toute l'Europe. Liberté, égalité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'abord semées par les soldats de la Révolution, ces idées n'ont ensuite pas cessé de s'exacerber sous l'Empire. Car Napoléon, devenu maître de l'Europe, imposait par la force aux princes régnants une organisation nouvelle, mais la France impériale, ses possessions et ses divers protectorats fortement centralisés niaient en même temps le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est au nom de ce droit qu'apparaissent dans presque toute l'Europe des réactions anti-françaises. Ainsi, en Espagne éclate une véritable guerre d'indépendance nationale soutenue par l'Angleterre. En Italie, Foscolo et ses insurgés expriment la résistance aux réformes imposées par la France. Et en Allemagne, il appartient à l'État de réaliser l'unité de la nation, dit Fichte. Finalement vaincu par l'Europe entière, Napoléon doit abdiquer en avril 1814. Il se retire à l'île d'Elbe. L'Empire disparu, la France est ramenée à ses frontières de 1792 et se trouve relativement peu pénalisée. Pas d'occupation armée, pas de contribution de guerre à verser. Le pays retrouve un roi, Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est le traité de Paris et c'est la Restauration. C'est pour redéfinir les territoires et les zones d'influence du reste de l'Europe que la capitale de l'Autriche rassemble donc en cette fin d'année 1814 plus de têtes couronnées qu'elle n'en a jamais eues. C'est le Congrès de Vienne. En fait de congrès, beaucoup de fêtes et de bals. Pourtant, la valse qui se joue à Vienne suit une chorégraphie précise. Concilier les ambitions parfois contradictoires des négociateurs. Qui sont-ils? Ihre Hoheit, Lord Castlereagh. Lord Castlereagh représente l'Angleterre, monarchie constitutionnelle depuis longtemps et pivot de toutes les alliances qui ont finalement eu raison de la France impériale. Prinz Metternich. Mais le personnage principal est incontestablement le chancelier d'Autriche, Metternich. Ce fidèle serviteur de la maison impériale de Vienne tient en horreur tout ce qui peut évoquer la Révolution. Der preußische Kanzler, Fürst von Hardenberg. Le chancelier Hardenberg représente le roi Frédéric Guillaume III de Prusse. Der russische Kanzler, Graf von Nesselrode. Et le tsar de Russie, Alexandre Ier, déléguera ses pouvoirs à son chancelier Nesselrode. Enfin, Talleyrand, figure inattendue, représente la France. Ancien évêque, ancien révolutionnaire, ancien ministre de Napoléon, il défend maintenant les intérêts de Louis XVIII. Son sens de l'intrigue lui permet d'amener la France à jouer un rôle exceptionnel, malgré sa défaite, en utilisant les antagonismes des vainqueurs. La rivalité entre Anglais et Russes, par exemple. Les Britanniques, soucieux d'expansion coloniale et de maîtrise des mers, redoutent une trop grande puissance russe sur le continent. Ils agissent donc pour que l'État prussien, de taille plus réduite que ses partenaires, prenne de l'ampleur et gagne des territoires. Or, le tsar de Russie s'imaginait déjà comme seule puissance en Europe du Nord. Il est contrarié et exige en contrepartie la majeure partie de la Pologne. Mais l'Autriche voit ainsi son influence menacée au nord. Elle réclame alors une mainmise sur les rivages méditerranéens. Et se heurte à son tour aux Anglais, qui redoutent l'installation d'une trop forte puissance près de leur position maritime. Malgré tout, on est en train de se diriger tant bien que mal vers un accord quand Napoléon quitte l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars et arrive triomphalement à Paris le 20. Louis
XVIII s'est enfui à Bruxelles. Les premières mesures de Napoléon semblent ranimer la flamme révolutionnaire. Talleyrand est obligé de quitter Vienne, la coalition anti-française se reconstitue. Le 15 juin, l'empereur pénètre en Belgique pour devancer les armées qui se dirigent vers lui. Le face-à-face décisif se prépare à quelques kilomètres au sud de Bruxelles, dans une région vallonnée que domine le village de Waterloo. Le 9 juin, soit 9 jours plus tôt seulement, le Congrès de Vienne a prononcé ses décisions finales. L'issue de la bataille va-t-elle les contrecarrer? Le choc a lieu le 18 juin 1815. À 11 h du matin, surprises par la violence de la charge française, les lignes anglaises plient et se réfugient dans quelques fermes transformées pour l'occasion en places fortes. Mais vers le milieu de l'après-midi, au prix d'un sanglant massacre, les Français les délogent encore. Grisée par ce succès, la cavalerie française prend alors pied sur le mont Saint-Jean, où se masse ce qui reste de l'armée anglaise. Mais Napoléon n'envoie pas l'infanterie en renfort. On vient de lui signaler de lointains mouvements de troupes sur sa droite. S'agit-il du général Grouchy et de ses 35 000 hommes qui avaient pour mission de tenir à distance les restes de l'armée prussienne défaite 3 jours plus tôt, ou des Prussiens eux-mêmes? Sur le mont Saint-Jean, le maréchal Ney, à la tête de la cavalerie, a déjà eu 5 chevaux tués sous lui et n'attend que l'infanterie pour donner l'assaut final. Mais l'infanterie ne viendra pas. Grouchy s'est laissé déborder par les Prussiens et ce sont bien eux qui arrivent par la droite et prennent les Français en tenaille à la tombée de la nuit. 45 000 morts en une après-midi signe l'acte final de l'épopée napoléonienne. À Vienne, on se réjouit. Napoléon abdique une seconde fois et la carte d'Europe qu'on avait tracée quelques jours plus tôt reste valable. Mais la France, à nouveau vaincue, signe un deuxième traité de Paris bien plus dur que le précédent. Et Louis XVIII, hissé encore une fois sur son trône, n'a plus la confiance de ses alliés. Son territoire sera occupé pendant 3 ans et devra payer une lourde indemnité de guerre. Pour le reste, le partage de l'Europe ne change pas. La Prusse s'étend vers l'ouest jusqu'aux marges de la France et constitue un des États tampons créés pour prévenir de nouveaux conflits. L'importance de ce pays sera désormais essentielle parmi les 39 États qui constituent la Confédération germanique. Toutefois, cette future Allemagne reste encore très morcelée et sous l'influence de Vienne. L'Italie demeure elle aussi divisée en 8 royaumes et principautés, tous plus ou moins sous tutelle autrichienne. Le tsar de Russie, Alexandre Ier, vise à garantir les frontières occidentales qui lui ont été accordées à Vienne. Il propose une sainte alliance des monarques orthodoxes, catholiques et protestants. Cette sorte de trinité fondée sur les principes de l'Ancien Régime a pour but de préserver durablement l'ordre européen par le biais de la paix et la fraternité chrétienne entre souverains. Elle prévoit la réunion régulière de congrès auxquels la France de la monarchie restaurée ne tardera pas à se joindre. Qualifiée de monument vide et sonore par Metternich, cette sainte alliance reçoit néanmoins l'adhésion de l'Autriche. Mais pas celle de l'Angleterre qui lui préfère la quadruple alliance, née de la lutte anti-française et prolongée pour surveiller ce pays où était née la Révolution. C'est sur cette double résolution que se clôt donc le Congrès de Vienne et les idées de 1789 semblent avoir vécu leurs dernières heures quand le rideau se baisse sur l'opéra viennois. Pourtant, l'agitation libérale et patriotique bouillonne déjà partout. C'est en Grèce que l'idée nationale secoue pour la première fois les empires, ici l'Empire ottoman. Puis c'est en Belgique et en Pologne, en Italie, en Serbie et en Hongrie. De toutes parts, l'idée de nation et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ressurgit.
Elle prend souvent un caractère révolutionnaire qui ne cessera de gagner le devant de la scène pendant tout le 19e siècle.